Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision et Diaspora FM 102.3. Le bulletin de l'information nous sera présenté aujourd'hui par Fréjus Serloin qui fait son entrée donc au sein de la grande équipe de matin d'Eden. La revue de une des journaux, comme d'habitude, Corneille Aïssé reste à son poste pour nous présenter l'essentiel de l'actualité vue par les canards. Vous aurez droit également à la revue de presse internationale. On parlera entre autres de l'annonce de la candidature de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. On va s'intéresser également à l'actualité africaine sur le continent. Dans l'instant débat fait croiser, on va s'intéresser à la restitution au retour bien entendu des biens coloniaux. On va s'intéresser notamment à la faisabilité de cette initiative panafricaine. Invité Louis-Georges Tin, il est le président du Conseil représentatif des associations noires en France. Corneille Aïssé, bonjour. Bonjour, tranquillin, mesdames, messieurs, bonjour. Ne ratez pas la chronique L'opinion de James William Gbagidi qui nous propose aujourd'hui comme thème crise à l'université d'Abomey-Calavi, l'impossible intervention de Patrice Talon. C'est une interrogation. Voici la une des journaux. Mardi 23 août 2016, matin d'Éden, mesdames, messieurs, bienvenue. La une des journaux. On commence par le quotidien Cocorico Info. Cocorico Info, adoption prochaine du programme d'action du gouvernement 2016-2021, une esquisse du Bénin de la rupture. Lit un extrait du document en page 2 du journal Cocorico Info qui mentionne aussi à ça une gestion de la préfecture du littoral. Les répliques de Togoula à ses détracteurs. L'assainissement continue, commente le quotidien. C'est à lire également dans les colonnes du journal Cocorico Info en page 3. On retrouve maintenant First Info. Le quotidien First Info rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales. Talon s'engage à satisfaire les revendications dans la mesure du possible, nous apprend ce matin le quotidien. First Info toujours Cos Lépi, les 9 membres installés par Théodore Olo. C'était bien sûr hier que les 9 membres du Cos Lépi ont prêté serment. On poursuit avec la une du journal Le Matin. Le matin de ce mardi, crise à l'université d'Abomey-Calavi. Le corps enseignant dénonce le silence du gouvernement. Le corps enseignant dénonce le silence du gouvernement. Il désavoue les recteurs. Brice 5-5, c'est à lire en page 3 du quotidien. Le matin toujours, déclaration incontrôlée au sommet de l'État. Nécessité pour Patrice Talon de discipliner sa troupe. Quelques détails apportés par le quotidien. Depuis quelque temps, certains proches du président Patrice Talon se laissent aller à des déclarations tonitruantes qui pourraient compliquer la situation au gouvernement. Pour éviter que tout ceci ne soit en défaveur du gouvernement, il va falloir que le chef de l'État discipline sa troupe de la rupture. Lors des débats sur la carte universitaire à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, Odile Tanasso, a déclaré que les députés béninois ne comprennent rien du sujet. Selon ses propos, les parlementaires n'ont aucune connaissance de l'élaboration d'une carte universitaire. Elle a ainsi choqué la plupart des parlementaires, trouve le quotidien. Le matin, l'intégralité de l'article est à lire en page 2 du journal. On poursuit avec la Nouvelle Tribune. Le quotidien La Nouvelle Tribune rencontre hier à la présidence de la République ce que Talon et les syndicalistes se sont dit. C'est à retrouver ou à lire en page 3 du quotidien. Ramu, crise à l'université, rentrée scolaire, etc., etc. Au menu écrit le quotidien. La une de la Nouvelle Tribune toujours, conséquence de la dévaluation du Naira sur l'économie béninoise. Le président Soglo dénonce l'inaction du gouvernement. Nous apprend également le quotidien La Nouvelle Tribune. On retrouve maintenant la Tribune de la capitale. La Tribune de la capitale, vérification de l'authenticité des diplômes au sein des forces armées béninoises.
des officiers épinglés ont pris la clé des champs, écrit le quotidien La Tribune de la capitale. C'est le sauve-qui-peut au sein de l'armée béninoise depuis peu. En effet, suite à la mise en place de cette fameuse commission ad hoc chargée de la vérification de l'authenticité des diplômes dans le rang des forces armées béninoises et qui a livré le fruit de ses premiers travaux. Plusieurs officiers et sous-officiers épinglés ont pris la poutre des scampettes. Autrement dit, ils brillent par leur absence notoire dans leurs unités respectives. L'intégralité de l'article publié ce matin par la Tribune de la capitale est à lire en page 2 du quotidien et en page 7. Le journal présente l'actualité, la rencontre chef de l'État avec les partenaires sociaux, rencontre talon avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Voici ce dont les deux parties ont discuté. Le rapport de cette rencontre est à retrouver en page 7 du quotidien de la Tribune de la capitale. Nord-Sud quotidien maintenant. Nord-Sud quotidien, conséquence du retour de l'AIC dans le coton. Le gouvernement veut dissoudre l'ONS. Le gouvernement veut dissoudre l'ONS. Eh bien, Nord-Sud quotidien s'intéresse à l'actualité internationale. En France, Sarkozy se lance dans une nouvelle course à la présidentielle, nous apprend le quotidien. Nord-Sud, en France, Sarkozy se lance dans une nouvelle course à la présidentielle. La Guérite, le journal La Guérite, dossier Ségub et Sodeco, un géant os dans la gorge de Koupaki. Dossier Ségub et Sodeco, un géant os dans la gorge de Koupaki, écrit ce matin le quotidien. La Guérite à sa une, on peut également lire dénouement de la crise à l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants de la FLASH, la faculté des lettres A et sciences humaines, appellent le gouvernement talon au secours. Les étudiants de la FLASH appellent le gouvernement talon au secours. C'est à lire dans les colonnes du quotidien La Guérite. Eh bien, la Nouvelle Gazette, pour poursuivre toujours cette revue des titres. La Nouvelle Gazette, cabale du gouvernement talon contre l'ancien chef d'État. Les militants RB de Tourou nient tous les faits reprochés à Boni Yahi au nord. Pour ces militants, lors de son déplacement dans la région, il ne s'est adressé à personne. C'est la Nouvelle Gazette qui a publié l'information ce matin. C'est à lire en page 3. Et concernant toujours ces déplacements de l'ancien président Boni Yahi, le journal nous rapporte aussi les réactions du maire de Parakou, prétendu soutien du maire de Parakou à Boni Yahi, la part de vérité de Karimou Souradjou. La part de vérité de Karimou Souradjou, c'est à lire en page 8 bien du quotidien La Nouvelle Gazette. L'Économiste, le journal L'Économiste, programme d'action du nouveau départ. Les 4 axes pour booster l'économie. Les 4 axes pour booster l'économie. C'est à découvrir dans le quotidien L'Économiste en page 3. L'Économiste, toujours reconstruction du marché d'Antokpa. La remise des boutiques aux commerçants démarre. Reconstruction du marché d'Antokpa. La remise des boutiques aux commerçants. La remise des boutiques aux commerçants démarre. Nous apprend aussi le quotidien L'Économiste. Et avec maintenant le coopérant, nous allons boucler cette revue des titres. Le coopérant qui met à sa une séjour de Michel Baou et 4 autres élus communaux béninois en Chine. Le MED a promis s'arrêter le porte-parole de 15 pays pour l'aide chinoise en Afrique. Nous apprend le quotidien. Le coopérant, c'est à lire en page 2 du journal. Le même quotidien publie aussi ce matin un communiqué du parti PLP, le Parti pour la Libération du Peuple. Communiqué de presse du Parti pour la Libération du Peuple. Le PLP dénonce la navigation à vue du gouvernement et établit les préoccupations urgentes des Béninois. Des préoccupations urgentes des Béninois selon le Parti pour la Libération du Peuple, le parti de Léonce Rumbadji. C'est bien, l'information est publiée ce matin par le coopérant. C'est à lire en page 5 du journal. Merci de votre aimable attention. Merci à vous, Corneille Aïssé, pour nous avoir fait le point complet de l'actualité vue par les canards. On vous retrouve demain pour un autre numéro. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous avez raté la revue des unes des journaux pour suivre la rediffusion de cette partie au cours de la journée. Mais avant, vous gardez votre position de côte pour suivre la revue de presse internationale.
L'essentiel de l'actualité vue par les plateformes numériques internationales. Nous démarrons la revue de presse internationale par la une de 3W du www.lemondeafrique.fr qui s'intéresse à une actualité à la Cour pénale internationale. Vous le savez, avant l'arrivée du président Ibeka à la tête du Mali, il y a eu une transition gérée par l'ancien président de la commission de l'UMOA, Soumaïla. Et puis juste après cela, on a enregistré des violences au nord du pays qui ont conduit à la destruction de certain nombre de bâtiments touristiques. Eh bien, le numéro 1 a été arrêté et présenté à la Cour pénale internationale. Son jugement a eu lieu il y a quelques jours. Le Monde Afrique en sait un peu plus et écrit ce matin: un djihadiste devant la Cour pénale internationale pour la destruction de mausolées à Tombouctou. Voilà l'information publiée ce jour par Le Monde Afrique. Un djihadiste devant la Cour pénale internationale pour la destruction de mausolées à Tombouctou. Des précisions développées par Le Monde Afrique. Ahmed Al-Faki Al-Mahadi comparaît à la haie 4 ans après le saccage de Tombouctou dans le nord du Mali. Il risque jusqu'à 30 ans de prison, annonce Le Monde Afrique. De qui il s'agit? Voici la photo illustrative choisie par Le Monde Afrique pour illustrer cette information. Voilà l'homme qui a donc détruit les mausolées, la plupart des mausolées situés à Tombouctou au Mali. C'est une information que nous propose aujourd'hui Le Monde Afrique. Avant de s'intéresser à son grand reportage qui s'intéresse alors au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les écolières apprennent à ne plus avoir honte de leurs règles. Voilà, au Burkina Faso, les écolières apprennent à ne plus avoir honte de leurs règles. Donc, pour déjà comprendre qu'il s'agit bien sûr de la menstruation. Et les enseignants essaient de communiquer avec les écolières afin qu'elles ne tombent pas dans le piège. C'est une information que nous propose aujourd'hui Le Monde Afrique. Et nous poursuivons notre revue de presse internationale. On va s'intéresser aux différents sujets développés par IZF.net. IZF.net nous amène tout droit justement à la CAF, notamment les dernières informations concernant Issa Hayatou, vice-président de la FIFA, nommé membre honoraire du CIO. On en avait parlé hier. IZF revient sur cette information. Le Camerounais Issa Hayatou, vice-président de la FIFA et président de la Confédération africaine de football, a été fait dimanche membre honoraire du comité international olympique dont il est membre depuis 2001. Une information développée par IZF.net. Avant de revenir sur l'actualité au Mali donc, les mausolées de saints musulmans à Tombouctou. Voilà, les mausolées de saints musulmans de Tombouctou perçus par la population comme des protecteurs contre les dangers de cette ville légendaire du nord du Mali ont été en grande partie détruits à coups de pioches, roues et d'autres instruments. Eh bien, le numéro 1 qu'il a fait a été donc arrêté et présenté à la Cour pénale internationale. Il risque jusqu'à 30 ans de prison ferme, écrit IZF. Sous ce titre, Tombouctou, un djihadiste demande pardon pour la destruction des mausolées. Sur un autre plan, on peut lire cette fois-ci avec www.africatv.net qui s'intéresse à l'actualité de l'Afrique qui bouge. Côte d'Ivoire, un camion plonge dans une rivière faisant 5 morts. Un camion a chuté dimanche nuit dans une rivière à Abouesso, sud-est de la Côte d'Ivoire, faisant au moins 5 morts tôt lundi auprès d'une source sécuritaire. En quoi ceci, en tout cas les témoins du drame, le camion s'est retrouvé au fond du cours d'eau après que le conducteur eut fait une mauvaise manœuvre sur un pont et qui surplombe bien entendu la zone. Côte d'Ivoire, un camion plonge dans une rivière faisant 5 morts. L'un de ces drames en Guinée, on parle de la fonction publique qui recrute 4000 enseignants qui viennent donc s'ajouter au nombre déjà existant dans la fonction publique. Le ministre guinéen de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a organisé dimanche un concours pour le recrutement de 4000 enseignants, tout profil confondu, a-t-on constaté sur place. Ce concours de recrutement de jeunes enseignants s'inscrit dans un vaste programme visant à rajeunir et à féminiser un peu l'effectif dans le pays, l'effectif administratif.
qu'il est. La fonction publique recrute 4000 enseignants. Et puis, on peut lire cette information qui concerne l'Éthiopie. En Éthiopie, l'ONU demande une enquête indépendante sur des allégations de violation de droits de l'homme. C'est une information développée par la plupart des plateformes numériques paraissant en Éthiopie, notamment à 10 abeba.net. Des précisions à lire à 19 août 2016 suite à des rapports extrêmement alarmants début août concernant de graves violations des droits de l'homme dans la région d'Oromia. En Éthiopie, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Hussein, a contacté le gouvernement éthiopien pour lui demander l'accès des observateurs indépendants dans le pays pour évaluer la situation. Voilà cette information que nous propose aujourd'hui Addis Abeba.net. Et puis, on va conclure avec cette information que nous propose l'Express. L'Express qui met à sa une la photo de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, alors qu'il se prépare pour les prochaines compétitions électorales dans son pays. On peut lire donc à la une de cette plateforme, l'express.fr. Présidentielle 2017, Nicolas Sarkozy annonce sa candidature dans un livre. Présidentielle 2017, Nicolas Sarkozy annonce sa candidature dans un livre. C'est l'information qu'on peut découvrir aujourd'hui à la une de la plateforme l'express.fr. Présidentielle 2017, Nicolas Sarkozy annonce sa candidature dans un livre. Le président du Parti des Républicains, Nicolas Sarkozy, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2017 via la primaire à droite dans un livre intitulé « Tout pour la France », qui sera publié ce mercredi. Il quitte la présidence du parti Les Républicains. C'est sur cette information que nous mettons un terme à la revue de presse internationale. Ne ratez pas l'instant débat, je vous le rappelle, fait croiser qui va s'intéresser à la restitution des trésors du Bénin. Quelle faisabilité? Nous posons la question à un invité, Louis-Georges Tin, président du conseil représentatif des associations noires de France. De quel bien il s'agit? Comment la restitution va se faire et quelle est l'utilité de ces biens coloniaux? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Frégis Serroulan, bonjour. Bonjour, Tranquille Acad Benontin. Bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs d'Eden TV Diaspora FM. Vous êtes là pour nous présenter le bulletin de l'information. Voici l'essentiel de l'actualité sur Matin d'Eden. Le gouvernement béninois a ordonné la fermeture de plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur en situation irrégulière. Parmi ces établissements figurent des centres de formation en santé et pour le gouvernement, ce secteur doit être préservé vu sa sensibilité. Dodi Amouzovi, directeur général des établissements privés de l'enseignement supérieur, nous donne ici quelques explications sur cette décision de fermeture des établissements illégaux. Il était au micro de Rassia Djodji. Aucun établissement n'est autorisé à donner des formations en santé qui le fait déjà aujourd'hui. Donc, sur la place publique, les établissements qui donnent la formation en santé n'ont reçu aucune autorisation. Conclusion, il faut les fermer systématiquement parce qu'ils sont illégaux. Lorsque le travail a été fait, on s'est rendu compte que 99,99% des étudiants qui vont dans ces établissements, et ils sont une dizaine dans le pays, sont des étudiants étrangers. Donc, on forme pour les pays de la sous-région et ils s'arrangent pour ne pas délivrer des diplômes béninois, puisque le Bénin a interdit cela, et délivre des diplômes des pays limitrophes. Le seul qui a été autorisé provisoirement n'a pas encore démarré. Donc, conclusion, ceux qui donnent aujourd'hui dans la santé n'ont reçu aucune autorisation pour le faire et par conséquent doivent être purement et simplement fermés. Et quand je dis formation de santé, à la date d'aujourd'hui, ça signifie infirmier, infirmière, ça signifie sage-femme, ça signifie médecin et ça signifie pharmacien pour le moment.
À l'instant, le professeur Dodi Amouzovi qui donnait quelques précisions par rapport à cette décision du gouvernement visant à fermer certains établissements privés qui traversent l'ensemble du territoire national. Loin de cette actualité, le président, l'ancien chef de l'État, Thomas Boni-Yayi, fait toujours parler de lui. Certains de ses déplacements, notamment la dernière, sa visite à l'aéroport de Tourou, notamment à Parakou, crée des polémiques et suscite beaucoup de débats au sein de l'opinion publique. La rédaction de UDN TV a recueilli pour vous l'avis de quelques journalistes politiques que je vous invite à suivre à travers ce reportage de Corneille Haïssé. Boni-Yayi 10 ans, c'est fini. Ce slogan de l'Alliance Soleil, à la veille de l'élection présidentielle de mars 2016, dérangeait sérieusement Boni-Yayi encore au pouvoir. Et même après avoir laissé le pouvoir, l'homme semble ne pas accepter cette expression. En témoignent les sorties, tournées et visites dans certaines localités du Nord. La dernière en date, la visite de l'aéroport de Tourou, qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions, surtout dans les médias. Pour un chef d'État qui vient de quitter le pouvoir, c'est parti sans parti, c'est parti en faisant ombrage quelque part à l'actuel. Il est dans la faute, de mon point de vue. Il est dans la faute. Il y en a qui disent qu'aucune loi ne l'interdit. Non, en se comportant de cette manière-là, Boni-Yayi est dans la faute. Il n'a pas fini de donner son énergie. En fait, c'est l'homme, c'est la nature de l'homme. Donc on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il faut tout simplement l'observer et le canaliser. En condamnant aussi ces agissements de l'ancien président Boni-Yayi, d'autres trouvent qu'il cherche plutôt à réveiller la classe politique et à occuper le terrain en absence du président Patrice Talon, très effacé. On critique à tort et à raison peut-être Boni-Yayi, mais il faut reconnaître que c'est Boni-Yayi aujourd'hui qui anime la vie politique, la vie publique. Le président Talon ne s'affiche pas, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa poursuite, ce n'est pas sa méthode de travail. Mais en dehors de lui, de Boni-Yayi aujourd'hui qui revient encore perturber le calme plat de l'État, il faut reconnaître que la classe politique a démissionné. Il faut alors mettre à l'actif de Boni-Yayi ce qu'il fait, il faut le saluer, même si on doit lui demander de savoir aussi raison garder, de savoir rester dans ses limites. Mais c'est évident que Boni-Yayi, en agissant ainsi, provoque le débat et agite l'opinion publique nationale. Mais au-delà de ces agitations, interrogeons-nous sur les mobiles de ces comportements. Pour certains, c'est peut-être lié à la personnalité et à la psychologie de l'homme. Pour lui, il n'a pas fini de gérer le Bénin. En fait, c'est une question d'esprit, de préparation. Il ne s'est pas préparé pour descendre du pouvoir. Vous savez, dans d'autres circonstances, pour quelqu'un qui a fait 10 ans à la tête d'un pays, il faut que déjà à partir de 8 ans, qu'il se prépare à rentrer dans une autre phase. Parce que si vous restez actif 10 ans à la tête d'un pays, ce n'est pas en 4 mois que vous allez retrouver vos esprits et savoir que vous avez quitté le pouvoir. Si vous avez le jour symbolique où le président Patrice Talon était investi, Boni-Yayi, lui, il était en tournée, il s'affichait encore comme le président du Bénin. Et donc, il cherche noise, comme diraient les Anglais, et c'est à prêter flanc à ce jeu-là qu'il pourrait avoir peut-être de troubles. Bon, on ne sait pas aujourd'hui s'il a vraiment de troubles derrière. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment des férus qui comptent avec lui, que le Bénin, ce serait avec Boni-Yayi. Pour la paix et la cohésion nationale, le chantre du changement et de la refondation, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, doit accepter son nouveau statut et apprendre à s'éclipser. Passons-nous à présent à la numérisation des archives en République du Bénin. Les méthodes d'archivage ont beaucoup évolué au fil des années en intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, la numérisation des archives est désormais nécessaire pour leur conservation. Je vous invite à suivre ce reportage pour plus de précisions. Papier en détérioration, salle d'archivage devenue trop exiguë pour conserver les archives. Les problèmes de conservation des archives sont devenus courants au Bénin. Pour pallier ces difficultés, la solution est toute trouvée, la numérisation des archives, qu'elles soient écrites ou audiovisuelles. Pour Arthur Vido, historien et enseignant au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, le recours à cette méthode d'archivage est urgent pour le Bénin. Parce que c'est des documents anciens qui ont été reproduits sur des supports vieillissants et qui sont carrément en voie de dégradation. Donc on ne peut pas les photocopier tout le temps. Il faudrait les photographier ou soit les scanner et les stocker sur des sites internet. D'abord sur le site internet des Archives nationales du Bénin, premier point, et les stocker aussi dans des ordinateurs qui seront
paquets au niveau de la direction des archives nationales et qui pourront permettre à n'importe quel usager de pouvoir les consulter en temps réel. Heureusement, des efforts de numérisation des archives existent déjà au Bénin. Le début des années 2010, il y a eu la création d'un site internet des archives nationales qui présentait quand même quelques documents du fonds colonial qui datent des années 1840. Et il y a aussi des documents qui sont issus du fonds contemporain des années 1960 à 1990, tout ça. C'est quand même un effort ou un progrès, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a d'autres pays, des pays beaucoup plus développés que nous, comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont jusqu'à présent pas de site internet qui présente des fonds d'archives issus de leur région. Le combat contre la détérioration des archives écrites et audiovisuelles du Bénin est cependant loin d'être gagné. Bien au contraire, il s'agit d'une tâche difficile. Nous ne pourrons pas encore aller au numérique sauvage. Nous irons au numérique de façon progressive. Nous avons besoin de numériser, mettons, le support papier. Pourquoi? C'est pour faciliter l'accès à ces documents. C'est ça la fonction principale même du numérique, de la numérisation au jour d'aujourd'hui. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de tact pour conduire, n'est-ce pas, l'innovation technologique appliquée à la gestion des archives. Ce n'est qu'à ce prix que le Bénin pourra sauvegarder pour la postérité les sources de son histoire. Culture à présent, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur entend promouvoir la culture vaudon au-delà des frontières béninoises. Un objectif qu'il compte atteindre notamment à travers l'organisation du festival Vaudon, un festival dont la première édition se tiendra cette année du 22 au 24 octobre à Bruxelles en Belgique. Plus de détails avec Kinos Dossou, délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur et promoteur du festival. Eh bien, c'est un festival qui tente à promouvoir la culture du Bénin, le patrimoine historique et culturel du Bénin. Pourquoi Bruxelles? Parce que, après New York, Bruxelles est la deuxième plus grosse capitale diplomatique au monde. Nous avons 190 nationalités, donc 190 nationalités qui se côtoient quotidiennement. On s'est dit que c'est le lieu idéal pour parler de notre culture. Parce que ce patrimoine-là, quelquefois un peu mal interprété, par pas forcément des personnes qui ont envie de faire du mal, mais peut-être par des personnes qui ne comprennent pas la réalité de ce que c'est que le vaudou. Vaudou en tant que culture et patrimoine historique du Bénin. À partir du 22 octobre prochain, nous allons étaler la culture vaudou sur 3 jours, à travers donc des conférences de presse et débats qui vont être animés par des professeurs d'université, par des prêtres vaudous, par des dignitaires vaudous qui vont venir de partout du monde. Et puis après, nous aurons ce qu'on appelle l'étape des tables et terroirs, en fait, qui essayera de recentrer un peu la gastronomie béninoise, donc de l'ex-Dahomey, qui est aujourd'hui mondialement connue dans d'autres pays comme Cuba, Brésil, Haïti ou la République dominicaine ou même le Pérou ou la Bolivie. Et puis alors après, nous allons finir le festival par un concert gigantesque, authentique, d'instruments authentiques, qui sera animé par Sago Andanialou, José Elma et d'autres artistes qui viennent de partout de pays qui ont un rapport avec le Bénin. Il y aura effectivement aussi ce qu'on appelle une performance live de l'artiste Rafi Okefo-Laurent qui vit à Auxerre et qui est un artiste plasticien très très connu dans le monde entier. J'inviterai les hommes de médias que nous sommes à puiser à juste titre cet ensemble constitué par des valeurs inestimables que nous avons, des valeurs qui font de nous, Béninois à l'étranger ou à l'intérieur, de vrais Béninois authentiques. Parce que si c'est construit des Boeing 777 ou si c'est construit des plateformes pétrolières, on en est très très loin. Pendant que la culture vaudou, on en a en nous déjà. Chacun de nous a une petite part vaudou, ça c'est certain. En inter-actualité, le Soudan du Sud, par la voix de son vice-président, conteste la résolution 2034 de l'Organisation des Nations Unies.
Elle prévoit en effet le déploiement de troupes onusiennes dans la capitale du Soudan du Sud, théâtre de violents combats en juillet. Mais le nouveau vice-président du Soudan du Sud, Thabang Dan-Gaye, a émis des réserves concernant cette résolution de l'ONU. Reportage. Le déploiement de la force de protection onusienne à Djouba est désormais incertain. Cette force, qui doit comprendre 4000 hommes et dont la création a été votée le 12 août par le Conseil de sécurité des Nations Unies, risque de ne jamais exécuter son mandat pour lui permettre de protéger la population de Djouba. Alors que ce lundi, le secrétaire d'État américain John Kerry et la ministre des Affaires étrangères du Kenya, Amina Mohamed, après une réunion à Nairobi, ont appelé au déploiement de cette force. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son nouveau vice-président Thabang Deng ont fait part de leur réticence sur ce déploiement annoncé de nouveaux casques bleus qui, selon eux, portent atteinte à la souveraineté du pays. Nous contestons la résolution de l'ONU 2304. Le gouvernement du Soudan du Sud et son peuple l'ont rejetée parce qu'elle sape la souveraineté du Soudan du Sud. La résolution 2304 propose de prendre en charge la gestion de l'aéroport de Djouba. Mais aucun gouvernement ne serait prêt à céder la gestion de ces aéroports à des étrangers. Cette réticence fait suite à un refus catégorique de ce déploiement, alors que début juillet, des combats ont opposé les troupes du président Salva Kiir à celles loyales à l'ex-chef rebelle Riek Machar, faisant plusieurs centaines de morts. Ces combats ont mis en péril un fragile accord de paix signé en août 2015 pour tenter de mettre un terme à une guerre civile dévastatrice débutée fin 2013, moins de 2 ans après l'indépendance du pays. Quant à l'ex-chef rebelle évincé de son poste de vice-président et remplacé par Thabang Deng après le combat, il se dit prêt à quitter la République démocratique du Congo voisine où il a trouvé refuge pour rentrer à Djouba lorsque la nouvelle force de protection onusienne sera déployée dans la capitale. À Madagascar, 2 bénévoles français travaillant pour une association ont été tués. Leurs corps ont été retrouvés dimanche sur une plage de l'île touristique de Sainte-Marie, ont annoncé les autorités malgaches et françaises. Les 2 Français travaillaient pour Setamada, une association qui œuvre pour la protection de l'environnement et des mammifères marins. Suivons ici les propos du ministre du Tourisme malgache. Tout le gouvernement condamne cet acte. Et on vous rassure que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que ce n'est pas représentatif des problèmes ici à Madagascar. C'est un acte isolé. Et Madagascar, c'est l'île au trésor, c'est un havre de paix et tout le monde peut venir. Voilà, l'actualité se poursuit. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, continuent d'avancer dans la ville de Citre. Elles tentent depuis 3 mois de reprendre cette ville aux djihadistes de l'organisation État islamique. Leurs avions survolent depuis samedi le centre et le nord de la Libye, plus particulièrement la ville de Sirte, le nord-ouest à la frontière avec le Tchad et le Niger au sud. Des moyens qui permettent aux forces du GNA d'éviter une éventuelle fuite des djihadistes du groupe État islamique acculé dans la ville de Sirte, ville dépourvue de ses habitants et située à 450 km à l'est de Tripoli. Écoutons un combattant des forces du gouvernement libyen d'Union nationale. Nous avons gagné du terrain sur tous les fronts, dans les quartiers Dolar, sur le front de Ouagadougou et dans les quartiers numéro 2. L'ennemi est en train de perdre et le moral des troupes est haut. L'ennemi perd et nous les poursuivons pour les chasser de Libye un à un. La Libye est unie de l'est à l'ouest. Nous les vaincrons si Dieu le veut. Hors du continent, direction les États-Unis d'Amérique, la légende belge du jazz Toots Thielemans a rendu l'âme en début de semaine. Considéré comme le roi mondial de l'harmonica, le musicien et compositeur belgeo-américain Toots Thielemans est décédé ce lundi matin à 94 ans après une longue carrière internationale au cours de laquelle il a joué aux côtés des plus grands noms du jazz. Commentaire. C'est dans son sommeil que la légende belge du jazz est décédée à l'âge de 94 ans après avoir été hospitalisé à cause d'une chute, a indiqué son impresario Verle van de Poel. Monument du monde du jazz, il a joué avec les plus grands noms du milieu. Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Billy Evans, Frank Sinatra ou encore Oscar Peterson. Il a aussi accompagné des artistes comme Billy Joel ou Stevie Wonder.
Né le 29 avril 1922 à Bruxelles, dans le quartier populaire de Marolles, où ses parents tenaient un estaminet, l'Éternel Moustachu, également guitariste de talent, est le premier musicien à avoir donné ses lettres de noblesse à l'harmonica chromatique, ce petit instrument de 15 cm de long, difficile à maîtriser. Instrument qu'il découvre en 1938 à l'âge de 16 ans. En 1957, il devient citoyen américain tout en gardant sa nationalité belge après s'être installé en 1950. Fait baron en 2001 par le roi Albert II, il est l'un des Belges les plus célèbres. En 2012, et malgré sa santé déjà chancelante, Tout Tielman, Jean-Baptiste de son vrai nom, triomphe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles lors d'un concert célébrant son 90e anniversaire avant de reprendre une tournée qui le conduira aux États-Unis et au Japon. En 2014, sentant ses forces diminuer et afin de ne pas décevoir son public, il décide d'annuler tous ses concerts et de mettre un terme à sa carrière. L'homme a reçu de nombreuses distinctions, dont le Jazz Master Award accordé par les États-Unis, et en 2012, l'Académie Charles Cross lui a décerné un prix in honorem pour l'ensemble de sa carrière. Voilà, ainsi va l'actualité sur Matin d'Éden. Merci à vous, Fréjus Serwan, pour l'avoir présenté. Merci, Tranquillin Arcade Benontin. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs d'Éden TV et Diaspora FM pour votre fidélité. À bientôt. À bientôt. Donc, on vous retrouve jeudi prochain pour notre numéro de bulletin de l'information. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision, 13h, 17h, 20h et 23h30. James William Ogbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Arcade Benotin. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et bien sûr aux auditeurs de Diaspora. Et si vous êtes là, c'est pour nous présenter la chronique L'Opinion, crise à l'UAC. Quand on dit UAC au Bénin, c'est bien l'université d'Abomey et Calavi, crise à l'UAC. Donc, l'impossible intervention de Patrice Talon, c'est une interrogation donc, du chroniqueur. Voici, on va observer une pause et puis bien sûr, on vous aime. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son BG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Voici, voilà à l'instant une petite pause pour bien installer notre chronique politique maison. James William Ogbagidi, le thème de sa chronique, je vous le rappelle très rapidement, crise à l'UAC, l'impossible intervention de Patrice Talon. Patrice Guillaume Athanase Talon, le président de la République, n'interviendra pas dans la crise à l'université d'Abomey-Calavi. Pas à la manière ostentatoire et outrancière de son prédécesseur Thomas Boniaï, qui ne manquait aucune occasion de s'improviser conciliateur, médiateur dans toutes les situations de crise possibles et imaginables à travers le pays. Après un long silence, le chef de l'État a fini par le faire savoir, la situation le préoccupe et il compte bien s'en mêler, mais sans remettre en cause la prépondérance des autorités rectorales. Reste à savoir comment il va bien pouvoir s'y prendre, vu que le professeur Brice-Augustin Saint-Saint, recteur de l'UAC, avait déjà laissé entendre qu'aucune intervention, quelle qu'elle soit, ne le ferait revenir sur les décisions déjà prises et annoncées. Cela fait maintenant plusieurs mois que le campus universitaire d'Abomey-Calavi
est dans une situation de crise due à la situation à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, FLASH, exacerbée ces dernières semaines par l'invalidation de l'année académique 2015-2016 et l'exclusion d'une vingtaine d'étudiants pour, je cite, indiscipline et violence. En cause, le refus des autorités décanales d'organiser, à l'instar d'autres entités universitaires, des examens de rattrapage au profit des étudiants n'ayant pu obtenir la moyenne de validation des unités d'enseignement au cours de la première session d'évaluation. Les étudiants accusant les enseignants de violer par ce fait les dispositions réglementant le système d'enseignement LMD, licence, master, doctorat, et les enseignants arguant être dans la plus totale légalité. Passé l'étape de la résistance dite contraire à toute forme de violence, après la manifestation réprimée du 26 juillet 2016, est survenu récemment, vous le savez, l'épisode de la guerre nauséabonde qui aura consisté à déverser des substances malodorantes dans les amphithéâtres et salles de composition d'une autre faculté afin d'en paralyser le déroulement des évaluations, avec à la clé l'arrestation d'un responsable étudiant. Dans cette circonstance, bien sûr, l'intervention d'un médiateur est devenue indispensable, à tel point que l'Assemblée nationale, à travers son président et la commission en charge de l'éducation, a choisi d'entendre les parties aux différends en cours pour apporter sa part de contribution à la résolution du conflit, en même temps que les responsables des centrales syndicales reçus par le chef de l'État au palais de la Marina n'ont pas manqué de faire observer à ces derniers leurs préoccupations sur le sujet. Mais il semblerait bien que l'intervention de Patrice Talon dans cette crise soit de l'ordre du laborieux, du complexe. En effet, dans le strict respect de l'indépendance des autorités rectorales, le président de la République avait fait savoir qu'il n'entendait pas remettre en cause de manière ostentatoire les décisions déjà prises par ces dernières. De manière ostentatoire. Tout est dit. Ce sont bien ces décisions qui constituent le nœud gordien à trancher afin de trouver un début de solution à la crise. Patrice Talon ne va donc pas s'y prendre à la méthode Yahi. Grande réunion des protagonistes, de préférence à la salle du peuple de la présidence de la République, remise en cause générale des décisions et options responsables de la crise, et annonce de la fin de la crise, et finalement, applaudissements à tout rompre. J'exagère à peine. Cela avait au moins une vertu. Du temps de Yahi, c'était d'apporter une solution à la crise dans l'immédiat. Mais dans le cas de l'université, notamment à Abomey-Calavi, on s'est bien rendu compte que ce n'était qu'une solution éphémère. Avec Patrice Guillaume Athanase Talon, c'est donc ce côté ostentatoire qui devrait disparaître, va savoir pour quel résultat, qui ne remettrait pas en cause l'autorité rectorale. Le temps est arrivé pour le certain génie dont se réclame Patrice Talon de faire une première démonstration de ses talents. Et celle-là, cette démonstration-là, nous la voulons de manière ostentatoire. C'est mon opinion et je la partage. Une équation à multiples inconnus à régler par le président Patrice Talon. Peut-on parler, James William Gbagidi, encore de négociations lorsque la première autorité de l'université d'Abomey-Calavi a dit à qui veut l'entendre qu'il ne reviendrait pas sur sa décision? Bon, le recteur, quand il dit qu'il ne reviendrait pas sur la décision, c'est que, et d'abord, il laisse entendre que ce n'est pas une décision qui est venue de lui tout seul. Donc, il n'est pas question qu'il se lève un jour, suite à des discussions avec quelques personnalités que ce soit, pour revenir dire, bon, ce qui a été décidé, nous allons remettre cela en cause. Vous savez, mais les étudiants concernés, en tout cas leurs responsables, ont indiqué qui n'ont pas été associés à cette décision. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et il y a sans doute des méthodes, des procédures pour remettre en cause des décisions quand elles violent les réglementations ou les règlements, le règlement intérieur tout simplement de l'université. Si le conseil pédagogique de la FLASH, érigé en conseil de discipline, ne peut pas sanctionner les étudiants en leur absence, je pense qu'il y a possibilité pour les étudiants de saisir une instance pour remettre en cause la décision qui a été prise. Et si cette remise en cause peut aboutir à l'annulation de la décision et à la convocation de nouveaux conseils
de discipline pour de nouveau entendre les étudiants. Cela rentre dans l'ordre du possible. Maintenant, voilà une décision qui a déjà été prise. Les étudiants n'ont pas choisi, en tout cas, la voie que je suppose exister, et qui consiste à contester la décision de sanction, mais ils ont choisi d'autres moyens, notamment la manifestation dont vous avez entendu parler, et puis les déversements, en tout cas, de matière malodorante. Et puis de matière malodorante. Pour résumer, pour être resté dans l'euphémisme et la propriété ce matin. Donc, s'il y a ces méthodes qui ont déjà été choisies, et cela peut expliquer que le recteur de l'UAC se soit quelque peu braqué, si je puis m'exprimer ainsi, et qu'il annonce qu'il ne reviendra pas sur la décision. Vous savez, l'année dernière, quand la crise en est arrivée à un stade similaire, on n'en est pas encore arrivé au point où on en est aujourd'hui, mais effectivement, l'année dernière, déjà, il y a eu des destructions d'édifices sur le campus, de biens meubles et sur le campus, notamment le véhicule de l'ancien directeur de l'UNAM qui avait été incendié, etc. Donc, quand la crise est arrivée à ce point-là, le président de la République de l'époque, Boni Yayi, avait réuni, comme il aime bien le faire, le corps universitaire, la famille universitaire, je vais dire, et leur a imposé une solution. Une solution qui restait de l'ordre du provisoire parce que les enseignants n'entendaient pas se soumettre à cette décision du chef de l'État et il leur a promis que ce ne serait que provisoire. Maintenant, il avait annoncé également que les états généraux de l'éducation, en tout cas du LMD, devaient être organisés pour que l'on évalue le système et que l'on sache ce qu'il y a lieu de faire, une forme d'harmonisation de l'application du système dans toutes les entités universitaires. Ça n'a pas été fait et on en arrive un an après à ce que la décision qui avait déjà été prise bien plus tôt par les enseignants de la FLASH, par le conseil pédagogique de la FLASH, cette décision entre en application, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de deuxième session pour les étudiants à l'occasion des évaluations. C'est cela que le président Patrick Talon doit prendre désormais à son compte, prendre entre les mains et essayer de solutionner. Quand on est quand même dans cette posture où l'une des parties annonce déjà son refus de remettre en cause ce qui a été décidé et que le chef de l'État lui-même, sans avoir rencontré les partis, dit qu'il ne souhaite pas de façon ostentatoire remettre en cause l'autorité rectorale, on peut se demander si effectivement il y a une solution à cette crise. Et puis l'argumentaire principal balancé par les autorités rectorales en refusant d'organiser la seconde session, c'est bien l'effectif pléthorique des étudiants concernés. Le gouvernement pourrait quand même demander aux autorités rectorales d'organiser la deuxième session tout en manifestant sa volonté de les appuyer dans cette organisation afin d'éviter les difficultés qu'ils ont relevées pour pouvoir régler définitivement le problème, parce que avoir des problèmes avec les étudiants, c'est souvent très compliqué. Ici, décide de perturber la gouvernance de Patrice Talon pendant les 5 prochaines années, il le ferait. Ils sont capables de le faire. C'est vrai que les étudiants ont déjà démontré au régime précédent et surtout au régime révolutionnaire qu'ils sont capables de mettre fin à des systèmes politiques, ne serait-ce que par leur contribution. Et d'ailleurs, Boni Yayi lui-même, son échec, ou du moins l'échec de son candidat en 2016, procède aussi du refus des étudiants de continuer à marcher dans sa ligne, à marcher dans son sens. Donc aujourd'hui, Patrick Talon doit être bien conscient, il l'est sans doute, que les étudiants sont une force politique, une force qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, quand on est en face d'une force politique comme celle-là, et qu'on a en même temps des enseignants d'un certain niveau, d'un certain rang, d'un certain grade, et qui ont également cette autorité sur l'État. Parmi les enseignants, on a souvent et très souvent choisi des ministres de la République. Quand on a donc des gens de cette balance, il faut toujours, c'est un jeu d'équilibrisme qui est extrêmement difficile. Maintenant, le chef d'État a dit quelque chose qui est très, très intelligent, c'est qu'il ne me remettra pas en cause de façon ostentatoire ce qui a été décidé par les autorités rectorales, les autorités décanales de la FLASH. Ce qui veut dire qu'en catimini ou en cachette, il peut remettre cela en cause. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le remettre en cause de façon ostentatoire, à un moment donné, il faudra quand même qu'on revienne un peu en arrière pour que la solution à cette crise soit définitivement parce que vous savez, les étudiants sont catégoriques sur un élément,
c'est qu'il faudra revenir forcément sur l'organisation de la deuxième session avant qu'eux, ils ne puissent reprendre l'activité universitaire. Et de l'autre côté, leurs camarades qui ont été exclus, qui ont été sanctionnés, l'ont été en leur absence, sans avoir pu se défendre, sans avoir pu faire valoir leur droit à la défense, ce qui leur fait dire qu'ils ne reprendront pas non plus l'activité et que par-delà la flash, ils vont paralyser l'activité de toutes les entités universitaires, en tout cas, ne serait-ce que sur le campus d'Abou Mekalavi, jusqu'à ce que la solution soit trouvée à ce problème. Le pouvoir du recteur de faire venir les forces de police et de gendarmerie sur le campus ne peut pas permettre aux activités académiques de se dérouler normalement. On l'a vu quand les étudiants ont décidé de perturber les compositions à la FAST. Ils ont réussi à le faire. Et quand actuellement l'université en général est en congé, vous allez voir d'ici le début du mois de septembre, quand la rentrée sera en cours, ou bien quand les activités académiques vont reprendre, vous allez voir que les activités ne pourront pas se dérouler de façon normale parce que les entités, toutes les organisations estudiantines sont solidaires dans ce mouvement de débrayage, dans cette grève, ou du moins dans ce conflit face aux autorités rectorales et aux autorités décanales de la flash, ce qui signifie qu'au bout du compte, dans ce bras de fer, c'est le nombre que font les étudiants, pratiquement une vingtaine de milliers, face à celui des enseignants qui risquent de l'emporter. Dans cette posture, le chef de l'État, il n'a pas d'autre choix que d'intervenir dans ce conflit-là. Il est déjà resté un peu trop silencieux. Quand on compare sa méthode à celle de l'ancien président, qui intervenait systématiquement quand il y avait crise, qui parvenait à apporter des solutions, même si ce sont des solutions éphémères, des solutions très éphémères même parfois. Et parfois même politiques. Oui, souvent politiques, et très souvent politiques. Donc, ce qui n'est pas toujours raisonnable, notamment quand on parle de l'université. Mais c'était quand même des solutions immédiates. Aujourd'hui, le président Baptiste Talon a été observé comme quelqu'un qui se fout un peu, permettez le terme, de la situation de l'étudiant. Il vient de parler, et avec les leaders de centrales syndicales qui lui ont posé le problème, on aurait peut-être même pu aller jusqu'à critiquer le chef d'État pour se dire, mais si les leaders de centrales syndicales n'avaient pas posé ce problème, est-ce que lui, il serait intervenu à un moment ou à un autre dans cette crise? Est-ce qu'il aurait pu annoncer qu'il va intervenir dans cette crise? De toute façon, on peut se réjouir que la décision a été prise qu'il va intervenir, mais pas de manière ostentatoire. Quand, bien même, ce ne serait pas de manière ostentatoire, il faudra que cela remette en cause les décisions prises par le recteur et le conseil pédagogique de la flash. Et en ce moment-là, nous allons peut-être nous rendre à l'évidence que les déclarations qui ont été faites par le passé, notamment par le recteur, notamment par les autorités décanales, ce sont des déclarations sur lesquelles le gouvernement a décidé de revenir. Et le président Patrice Talon a tout à gagner en réglant, en trouvant une solution à ce problème, surtout lorsqu'on sait qu'il a sur sa table des réformes à faire passer. Si cette jeunesse-là se soulève contre lui, il n'aura pas, il sera en difficulté. Oui, il sera en difficulté. Maintenant, pour en revenir aux solutions, je suis de ceux qui pensent que les solutions existent, mais ne sont pas forcément entre les mains des enseignants ni entre les mains des étudiants. C'est vraiment le gouvernement qui a quelque chose à faire. Comme vous le dites, quand les autorités rectorales, surtout le numéro 1 en tout cas des autorités rectorales indiquent à qui veut l'entendre, qui ne reviendra pas sur sa décision, ça pose un problème. Oui, mais quand il le dit, qu'est-ce qu'il a amené à le dire? Il y a des circonstances dans lesquelles la décision a été prise. Si les circonstances changent, la décision va changer. Ça dit qu'il y a un effectif pléthorique au niveau de la flash. Et les enseignants estiment que c'est déjà assez fastidieux comme ça. Si le gouvernement décide d'accompagner les autorités rectorales dans l'organisation de la deuxième session. Absolument, de mettre à disposition un certain nombre d'étudiants, de personnel occasionnel, juste pour encadrer. Moi, je ne parlerai même pas d'occasionnel, ce ne serait pas intéressant de mettre des occasionnels, de recruter de façon catégorique ou bien d'annoncer des recrutements pour dire, bon, nous commençons avec ce nombre, ceux-ci peuvent, peut-être les occasionnels pour cette année, mais avec l'engagement ferme qu'il n'y a pas eu de l'année prochaine, le nombre d'enseignants aura peut-être doublé ou triplé et que cela permettra d'organiser la session de rattrapage ou de remplacement pour ceux qui n'auraient pas réussi à valider les unités d'enseignement. C'est cela qui est important. Si les circonstances changent,
je suis sûr que le recteur ne peut pas être braqué comme arc-bouté sur une position qui serait une position d'une science infuse. Non, il y a possibilité de trouver des solutions à cette crise et poser la question à n'importe quel enseignant. Ils ont eux-mêmes des enfants qui suivent des enseignements, parfois même dans cette entité universitaire, et ils n'ont pas envie de voir l'université se retrouver dans une situation de crise perpétuelle. Donc si la solution peut venir, si elle vient du gouvernement, elle est la bienvenue. Si elle vient de l'Assemblée nationale, parce que comme je le dis, l'Assemblée également se penche sur le problème. Si elle peut venir de l'Assemblée, notamment à travers une proposition de loi qui modifie des trucs, bon, je ne sais pas trop comment ça peut se faire. Si ça peut venir de là, cela sera également la bienvenue. Mais si les circonstances restent exactement les mêmes, je ne suis pas persuadé que le directeur et l'ensemble d'ailleurs du corps enseignant reviennent sur ces positions. Et puis, pour régler le problème, il y a un certain nombre de médiations qui se mènent au niveau de certaines instances. Oui, des médiations sont en cours, comme celle que je viens d'annoncer par rapport à l'université. Le président de l'Assemblée nationale a déjà reçu les étudiants et dans les heures à venir, la présidente de la commission de l'éducation, Mme Claudine Prudencio, va recevoir également les enseignants. Des échanges vont avoir lieu. On va essayer de trouver... En fait, moi, il me semble que dans cette crise à l'université, ce qui a manqué le plus, c'est la communication entre les acteurs. D'une part, les enseignants et d'autre part, les étudiants. Quand nous avons reçu les enseignants sur ce plateau, ils ont présenté des tests qui leur donnent parfaitement raison sur l'organisation ou non de la deuxième session. Quand nous avons reçu les étudiants, ils ont lu des tests qui leur donnent parfaitement raison sur le fait que les enseignants leur doivent une deuxième session. Mais qui a raison, qui a tort? Il faudrait qu'il y ait une confrontation des arguments, qu'il y ait une discussion, je dirais, apaisée, parce que c'est des discussions qui sont plus ou moins vindicatives aujourd'hui, qui nous empêchent de trouver la bonne solution à cette crise. S'il y a une discussion apaisée, d'abord entre le médiateur ou les médiateurs possibles et les acteurs de part et d'autre, et ensuite une réunion plus ou moins conciliante que le chef d'État pourrait organiser, on va trouver la solution parce que la solution, elle est détenue, elle est quelque part, il n'y a pas de problème sans solution. Et grâce aux actions du chef de l'État et de l'Assemblée nationale et même d'autres acteurs privés, de la société civile notamment, les solutions sont possibles pour cette crise-là. Merci à vous, James William Gbagidi. C'était donc la chronique L'Opinion, crise à l'UAC, l'impossible intervention de Patrice Talon. Si vous venez de nous rejoindre, prenez rendez-vous avec James William Gbagidi sur notre plateforme numérique bena-eden.tv. Voilà le site www.bena-eden.tv pour suivre cette chronique de James William Gbagidi. Mori Agua, bonjour. Bonjour Tranquille à 4 Valentin, bonjour James William Gbagidi, bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Avant l'instant, un débat qui va s'intéresser à la restitution des trésors du Bénin. Nous avons comme invité Louis-Georges Autain. Il est le président du conseil représentatif des associations noires en France. Il sera sur ce plateau. Peggy Ludovic Dagba va nous rejoindre dans un instant. Nous poussons la chansonnette avec qui aujourd'hui? Oui, absolument. Et j'attends le moment où je viendrai ici pour dire que c'est vous qui allez pousser la chansonnette. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. On doit d'abord commencer par James. Après James, on doit faire le tour. Oui, James a déjà poussé plusieurs fois. Ça commence de votre côté par vous, et ça passe par ici, ou ça commence ça vient chez moi. Le jour où je vais pousser la chansonnette. Ça viendra, vous allez pousser la chansonnette. On fera même appel aussi à Pedro Damien. Il vient pousser la chansonnette ici. Pedro Damien, c'est notre cadre, il est devant nous là. Vous ne pouvez pas le voir, vous qui nous regardez, vous ne pouvez pas l'entendre aussi, vous qui nous suivez via Diaspora FM. Tout à fait. Et voilà, aujourd'hui, nous allons accueillir un journaliste sportif de l'ORTB. Il a un nom Hospice Métoli. Et il ne fait pas que le sport, il sait chanter. C'est lui qui a poussé la chansonnette. Merci de le suivre. Dans mon Dieu, le cadi, huevo, non, zon, maï. Avec un oué, un congélandier, on va en lissado, mitome. Ouelina, genubeda, goendo, a goma, domazon, boy, a bon, wa, bon, tien, cadeau, qu'un don, nous, mais ouais, haché. C'est-à-dire, le fait que tu évolues dans la société peut être
un objet de jalousie. Alors que ça ne devait pas l'être, ça devait être un objet de motivation pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau, de se battre pour arriver à ce niveau. Il y a un adage bête de chez moi au Niger qui dit lorsqu'un Burkinabé voit son frère burkinabé avoir son âne en train de parcourir la ville, le second dit « Moi, l'année prochaine, je vais essayer de payer un vélo ». Tandis que, c'est toujours là-bas, tandis que parce qu'il parle souvent de nous, le Béninois dit « Non, il n'a même pas l'argent pour payer l'âne. Il s'est débrouillé pour trouver une âne. D'ici peu, il ne pourra plus nourrir l'âne et ça va mourir, il va revenir à pied comme moi. » Donc, un peu pour vous dire, ça ne devait pas être cette logique, ça devait être la logique des Burkinabés qui dit j'ai l'âne, je dois, l'autre a l'âne, donc je dois me battre soit pour avoir un vélo, pour avoir au moins l'âne comme lui. Aido wedo dans mon Dieu le kadi huevo non zon mai imai alekwe han uwe ya kunjelandie unwa han lisado mitome welina genu beda go endo agoma domazon boy. Allez les amis, poussons la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM. Hospice Métoli qui a poussé la chansonnette. Je suis impressionné. Hein. Bon. Je pense qu'il pousse très bien la chansonnette. Il pousse particulièrement bien la chansonnette, notamment en langue nationale. Je ne peux que le féliciter et le remercier. Un exercice un peu compliqué, difficile. Boriagua, vous l'avez rencontré à l'Infosec, tout à fait. Un exercice difficile, mais quand on réussit l'exercice, ça fait plaisir. Et tout le monde peut chanter, on l'a toujours dit ici. Le préfet a chanté, il a montré que on a tous chanté quand on était enfant et qu'on est capable de chanter. Si on chante l'hymne national, pourquoi on ne peut pas chanter d'autres chansons? Donc c'est ce à quoi on invite les téléspectateurs, les personnalités que nous aurons l'occasion de rencontrer, de s'essayer à l'exercice. Merci Ravo Mori Agua. On va laisser place à Ahmed Pikadi. C'est un artiste de la chanson du Bénin. Il nous propose Problème, Solution. Problème, Solution. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Yeshua, Manjoyedo Bonnet. C'est le monde des beats. Oh mauye Jesunye Renye ka ai Aucun tomo Bodo mauche siedi Aso we blenye To vile komi No vile komi Mawe Majonye do pone Asono wasu Nyeno ya fi Asono waje Nyeno kunu Oma unye Majonye dopone. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Mawe Majonye dopone. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Yeshua.
Towe fondo, mina uli Yesu. Mina uli Yesu. Mau, zenye mtogale. La vie ici-bas, y'a des hauts et des bas. Y'a des hauts et des bas. Mon frère, ma soeur, faut pas décourager. Sans wenye jea hi, tobionye kokune. Oh maunye, jesunye, wenye kan ai. Aucun tomo, bodo mauche siendi. Mauche siendi. Azo we blenye, to vile komi. No vile komi. Ma we, ma jonye do pone. Azono wasu, nyeno ya vi. Azono waje, nyeno kunu. Oma unye, majonye do pone. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Yeshua, majoye do pone. Bédéma, solution, problème, problème, solution, solution, problème, problème, solution. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 10805, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son BG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Après plusieurs mois d'absence, votre émission Droit et Devoir revient avec des sujets encore plus intéressants, des thèmes qui touchent votre quotidien. Prenez donc le rendez-vous.
les infos sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Yeshua, Manjoyedo, L'instant débat a fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Chers téléspectateurs et auditeurs, toutes nos excuses puisque je l'ai annoncé à maintes reprises l'arrivée de notre invité Louis-Georges Tin, président du Conseil représentatif des associations noires de France, pour apporter quelques précisions par rapport à la restitution des biens coloniaux, notamment la faisabilité de cette opération, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, de sa volonté, puisqu'il a pris effectivement départ de son lieu de résidence, mais en circulation, il a eu quelques difficultés. On va peut-être lui consacrer un autre plateau plus tard. Alors, on va s'intéresser à un autre sujet. Le plateau sera un plateau maison, des chroniqueurs journalistes de la maison, des chroniqueurs de la maison. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille et à 4 Belantin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. C'est des raisons indépendantes de notre volonté, ça arrive, hein, vous savez, ce sont les aléas du direct, et il n'y a pas ce média qui ne le connaît pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, le débat aura lieu ce matin, et nous allons simplement nous retourner vers la France, qui aujourd'hui connaît quand même un grand événement, c'est le retour, sinon, on va dire, la candidature qui devient quand même de plus en plus plausible de Sarkozy, l'ex-président français. Et pour en parler ce matin, nous avons avec nous James Oulian-Boaguidi, que nous gardons quand même avec nous, puisqu'il y a quelques instants, il était sur ce plateau. James, bonjour. Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à nouveau, Tranquille à 4 Benotin, et bien sûr à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous rejoignent. Alors, on pensait Sarkozy fini, mais là, l'homme véritablement se relance. Il se dit candidat, même s'il doit passer par les primaires. Oui, Nicolas Sarkozy vient de lancer donc sa candidature officielle pour le compte des primaires du parti Les Républicains. C'est une annonce qui vient prendre de court ses principaux adversaires au sein du parti. Ils sont quand même déjà une vingtaine de candidats au sein du parti. Les poids lourds, c'est l'ancien Premier ministre Alain Juppé, un autre ancien Premier ministre François Fillon, et puis d'autres anciens ministres de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac, qui tournent autour donc de cette candidature et qui donc chacun a l'intention de briguer la magistrature suprême face
éventuellement à François Hollande qui devrait être le candidat de la gauche si de l'autre côté rien ne vient perturber les plans de ce dernier. Donc la candidature, l'entrée en campagne, ou du moins l'entrée en lice de Nicolas Sarkozy qui vient prendre de coup les autres, c'est simplement parce qu'il a choisi de le faire avant la rentrée officielle politique au niveau de la France. La rentrée, ça devrait encore prendre une semaine environ pour que les principaux cadres des partis politiques, même les partis politiques, retournent dans leurs activités politiques. Les gens sont en vacances, sont à la plage, à la mer et consorts. Et Nicolas Sarkozy, lui, lance un livre. Et dans ce livre, il annonce tout simplement un livre intitulé « Tout pour la France ». Il annonce tout simplement qu'il sera candidat. Et dès lors qu'il est candidat, il démissionne de la tête du parti parce qu'il ne peut pas être jugé parti à la fois. Il démissionne de la tête du parti. Ce sont les électeurs du parti, les Républicains, ainsi que tous les sympathisants de droite, et même des sympathisants de gauche, s'ils veulent voter au niveau de ce grand regroupement, de ces primaires-là, qui peuvent donc participer, qui peuvent donc désigner le prochain candidat du Parti Les Républicains. Nicolas Sarkozy, il revient, il entre en force et il devrait refaire une partie de son retard sur les sympathisants de la droite, mais pour le moment, il n'est pas encore le candidat préféré des Français pour la droite à l'occasion de la prochaine présidentielle. Quelles seront alors ces chances? Puisque vous avez cité un certain nombre de noms, Alain Juppé et d'autres personnalités également du parti Les Républicains, en se positionnant aujourd'hui, puisqu'il va démissionner de la tête du parti. Il a déjà démissionné. Le livre sera présenté aux Français ce mercredi. Le livre intitulé « Tout pour la France ». Quelles sont ses chances? Alors, les Français ont pour habitude de surfer sur des vagues de popularité et sur des éléments qui ne sont pas toujours les mêmes que chez nous ici en Afrique. Nicolas Sarkozy a d'abord pour lui un passé. Il a pour lui un passé et une actualité. Les deux éléments vont en sa faveur parce qu'il a été un président de la France qui a été hyper actif, super actif même, et qui aujourd'hui se trouve dans une actualité internationale confrontée au terrorisme, confrontée à l'immigration clandestine et consorts, alors que Nicolas Sarkozy a un discours extrêmement virulent sur tous ces éléments. On a également l'échec total de François Hollande à la tête de la France. Il est demeuré le président le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. On n'a jamais vu un président atteindre ces niveaux d'impopularité jusqu'à 13%. Il a quand même réussi à mettre en application une certaine réforme. Oui, vous savez, dans le pays. Ce qui est intéressant en France, c'est que dès qu'on fait l'élection présidentielle, on passe 6 mois, on doit 3 à 6 mois plus tard aux législatives. Et la vague qui a permis au président de la République d'accéder au pouvoir, cette vague lui permet d'obtenir une majorité le plus souvent absolue au Parlement. Aujourd'hui, François Hollande dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet de faire passer toutes ces réformes. Et même quand les frondeurs de son parti décident de faire de la résistance, ils savent très bien qu'ils ne voteront pas une motion de censure contre les décisions du gouvernement, parce que s'ils décident de voter une motion de censure contre les décisions du gouvernement, le président de la République pourrait être amené à démissionner et en cas d'élection, de nouvelle élection, cela ne serait certainement pas favorable à leur camp. Et ils pensent également, ces frondeurs-là, aux élections législatives qui vont suivre, parce que ce sont les instances du parti qui sont très solidaires du chef de l'État qui décideront de qui sera candidat où. Quand vous êtes un frondeur et que vous agitez beaucoup, si vous n'êtes pas sur la liste du PS et que vous êtes obligé de vous retrouver avec une alliance politique ou un autre parti, les sympathisants socialistes pourraient vous sanctionner ou carrément vous serez à la base de l'échec du Parti socialiste dans une région, dans une circonscription. Et puisque vous êtes divisé entre socialistes, c'est un autre, peut-être l'extrême droite ou bien la droite qui viendra prendre le poste. Donc, malgré les problèmes qu'ils ont eu entre eux, les socialistes ont plus ou moins tenu autour de François Hollande pendant cette période qui est en train de s'achever. Mais alors, avant d'aller sur l'autre pan, vous avez parlé de l'échec total de François Hollande. Mais la majorité n'a pas changé de camp à l'Assemblée nationale.
Non, la majorité n'a pas changé de camp, bien entendu. Quand je parle d'échec, c'est surtout sur le plan de la popularité. On n'a jamais vu, comme je le disais il y a un instant, on n'a jamais vu au niveau des présidents de la 5e République, on n'a jamais vu de président qui atteint 87% d'opinions défavorables. On n'a jamais vu ça. Et un chef d'État qui, pendant qu'il est au pouvoir, quelques mois, bon, à peine un an après son arrivée au pouvoir, sur les promesses qu'il a eu à faire, vous vous souvenez certainement de la tirade « Moi, président », et il a dit qu'il va tout faire pour que son attitude soit toujours irréprochable, mais l'une des premières choses qu'on a eu à lui reprocher, c'est de se déguiser, l'affaire du scooter, voilà, se déguiser, voilà, et d'avoir une maîtresse, en tout cas. Et puis, souvenez-vous, le livre de son ex-épouse, Valérie, de son ex-compagne, Valérie Trierweiler, ce livre, Merci pour ce moment, qui a complètement décharné le président de la République, il a pourfendu complètement, qui l'a traité de tous les noms d'oiseaux, qui a montré à quel point il pouvait être cynique à certains moments. En tout cas, c'est ce que dit le livre. Et Valérie Trierweiler l'a vraiment descendu, comme on dit en français banal. Ça n'a pas servi la popularité de l'homme. L'autre engagement qu'il a pris, et qui était un engagement extrêmement risqué, c'est celui de faire baisser le chômage. Le taux de chômage qui, voilà, désespérément, alors que pendant resté inchangé. C'est les 2 ou 3 derniers mois que le chômage a commencé à vraiment donner des signes de baisse en France. Sinon, pendant les premiers mois, il disait que c'est la gouvernance Sarkozy qui est la cause de ce taux de chômage qui est exponentiel. Ensuite, on ne pouvait plus accuser Nicolas Sarkozy puisqu'il était à partir du pouvoir depuis 6 mois, depuis 1 an. Le chômage continuait de monter. Le peuple français était souvent, vous savez, il mesure même l'indice, je peux dire indice du bonheur ou bien indice de la bonne humeur et tout ça. Les Français étaient toujours pessimistes ou trop souvent pessimistes. Cela ne faisait que avoir des influences, des conséquences sur la popularité du chef de l'État. On a vu l'extrême droite remporter en série les élections, ou tout au moins mettre en péril le Parti socialiste. On avait régulièrement la droite en première position, l'extrême droite ensuite, et le Parti socialiste arrivait 3e. Et d'ailleurs, dans les perspectives pour la prochaine présidentielle, il risque d'y avoir un candidat qui bat, en tout cas, la plupart des candidats devraient battre François Hollande au second tour. Il risque même de ne pas arriver au second tour de l'élection présidentielle. Et, bon, maintenant, il a surfé sur certaines vagues quand le terrorisme a frappé la France en janvier 2015. Et puis en novembre 2015, il a surfé sur ces vagues-là. Maintenant, en juillet dernier encore, il a également surfé sur ces vagues pour retrouver un peu d'unité au sein de la France. Chaque fois que le terrorisme frappe la France, François Hollande s'en sort plutôt bien, mais cela renforce autant son opposant principal qu'est Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui n'a pas souvent été tendre avec lui plusieurs fois. Il a souvent pris à partie, démontrant que franchement, ce n'était pas le président qu'il fallait pour la France. Et vous avez parlé d'unité, mais pendant, lorsqu'on a enregistré au niveau de la promenade de l'attentat de Nice, il y a eu des pics, il y a eu des invectives de Nicolas Sarkozy, tournant sur France, lorsqu'il a été reçu dans le JT de 20h. Il a sérieusement condamné la gestion, la politique sécuritaire du gouvernement. Totalement, oui. C'est vrai que... Est-ce que vous voyez les Français nostalgiques de ce passé Sarkozy, grand conquérant, on se souvient, eh bien, le cas libyen, on se souvient également le cas syrien. Il a été vraiment actif, même si à des moments donnés, il a été voué aux gémonies. Est-ce que vous voyez les Français le préférer aujourd'hui? Non, en fait, pour moi, la politique extérieure de la France, elle reste sensiblement la même, quel que soit le parti qui est au pouvoir, que ce soit la droite ou la gauche. La politique extérieure de la France reste sensiblement la même. François Hollande a été le président français. Il est intervenu plus souvent à l'extérieur que Nicolas Sarkozy ne l'a fait. Il est intervenu au Mali, il est intervenu en Centrafrique, il est intervenu en Libye. À nouveau, les forces françaises spéciales sont présentes actuellement sur le territoire de la Libye, sans compter l'opération Barkhane qui, en Afrique de l'Ouest, est en train de gérer l'après. Opération Serval. Il y a énormément d'interventions de l'armée française, et au-delà de ça, il y a également l'implication du président de la République française dans la tentative de règlement de certains conflits sur le continent et même au-delà du continent africain, sur d'autres continents. La politique extérieure de la France, généralement, les Français perçoivent bien
le président en place au niveau de la politique qu'il mène, surtout quand ça ne coûte pas la vie à trop de soldats sur le terrain ou quand ça permet de se venger, entre guillemets, de terroristes qui ont frappé au niveau de la France. Quand on a vu la situation en Libye, vous vous souvenez certainement de Bernard-Henri Lévy, pratiquement porte-parole et porte-drapeau de la France sur le terrain libyen qui portait pratiquement la voix de Nicolas Sarkozy. On a vu que Sarkozy a été applaudi, acclamé à Tripoli à l'occasion de la libération de Tripoli. Et en France, sa popularité, au niveau en tout cas, pour ce qui concerne la politique extérieure, était une bonne popularité, de même que celle de François Hollande aujourd'hui. Sur le plan international, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence et que les Français se fondent sur ces éléments pour choisir qui sera leur futur président. C'est surtout la politique intérieure qui les intéresse, ce qu'il y a à gérer dans la conduite de la politique d'immigration, la politique économique, la lutte contre le chômage. C'est sur ces éléments que se fondent les Français pour décider s'ils vont accorder le suffrage à un tel ou à un tel autre. Maintenant, pour en revenir vraiment à Nicolas Sarkozy et à sa politique et à son approche vis-à-vis de la population, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui en retard, mais très en retard vis-à-vis de l'un de ses principaux concurrents, celui que pratiquement toute la droite voyait il y a encore quelques mois. Alain Juppé. Voilà, comme le futur président de la République. Mais Alain Juppé est en train de perdre des plumes. Et il y avait pratiquement 30 points d'écart entre les deux aujourd'hui. Et même au niveau du parti Les Républicains, Alain Juppé était le premier, le préféré des Républicains. Aujourd'hui, c'était en absence de Sarkozy. Même quand on proposait la candidature de Sarkozy, Alain Juppé était premier au niveau des Républicains. Aujourd'hui, au niveau des Républicains, Nicolas Sarkozy est de nouveau premier. Vous savez, Sarkozy, a changé. Il a changé qu'il est revenu en politique. Pendant 2 à 3 ans après son départ, sa défaite, il est resté en retrait de la politique. Et énormément d'affaires ont été révélées contre lui. Les juges ont mis en évidence son implication dans des dossiers assez... Affaire Bettencourt, par exemple. Affaire Bettencourt. Il y avait également les comptes fictifs de l'UMP, ce qui l'a même poussé à vouloir le changement du nom du parti, parce que c'est là la réalité. Quand on évoque UMP, on évoque des affaires de trafic illicite. Quand on évoque donc son passé, il y avait énormément de choses qui lui étaient reprochées, et tout cela avait déteint sur son image. Et son silence, même s'il était intervenu, vous vous souvenez, il a même fait du trafic d'influence avec un juge. Il s'est fait passer pour quelqu'un, il téléphonait à un juge pour avoir des informations sur sur des procédures qui étaient en cours contre lui. Donc tout cela a contribué à détériorer son image. Mais malheureusement, pendant ce temps, celui qui devait en profiter le plus, il n'a pas pu en profiter parce que lui ne réussissait pas à mettre en œuvre les promesses qu'il avait eu à faire, notamment, il s'agit de François Hollande, notamment la baisse du taux de chômage. Une fois qu'il avait échoué sur la baisse du taux de chômage, Nicolas Sarkozy, malgré ses déboires, est resté plus ou moins parmi les candidats potentiels les plus en vue. Au niveau du parti Les Républicains, Alain Juppé est demeuré premier pendant longtemps. Dès que Nicolas Sarkozy est revenu, les instances du parti, les instances politiques, vous savez, il a été président il n'y a pas longtemps. Donc, il a gardé la main, il a gardé des amis dans le sérail, et ainsi, il est redevenu président du parti. Et puis, on a organisé le changement de nom. Après cela, Nicolas Sarkozy a recommencé à fonctionner, à tourner à travers le pays. Et le parti Les Républicains, aujourd'hui, lui est majoritairement favorable. Seulement, les sympathisants de droite, en général, quand on les consulte encore aujourd'hui, en tout cas les sondages d'opinion, laissent encore 20 points d'écart entre Alain Juppé et lui. Donc, ce qui devrait normalement se passer, c'est que Alain Juppé devrait être le candidat des Républicains, mais Nicolas Sarkozy n'est pas il n'est pas né de la dernière pluie, vous le connaissez très bien, c'est un acteur politique, un animal politique très intelligent. Le fait même de lancer sa campagne bien avant les autres, ça lui donne au minimum une semaine d'avance, il va se lancer, commencer à taper dans la fourmilière, commencer à révéler les côtés négatifs de ses adversaires, parce que lui n'est pas le seul à traîner des casseroles. Souvenez-vous, Alain Juppé a lui-même été condamné dans une autre affaire qui a impliqué la France-Afrique. Alain Juppé a été condamné carrément à 1 an de prison, même si c'est avec sursis. Il avait été démis de ses fonctions de maire de Bordeaux. Il a perdu son éligibilité et il a fallu qu'il attende un moment avant d'être de nouveau candidat et de nouveau maire
à Bordeaux. Même s'il demeure aujourd'hui le français le plus populaire chez la droite, lui aussi, à un moment donné, Nicolas Sarkozy ne va pas manquer de lui sortir ces affaires-là qui ternissent son image et qui pourraient permettre à Sarkozy de reprendre du poil de la bête. On attend les prochains jours. Seulement, j'ai entendu un des leaders des Républicains dire ce matin que les attaques seront feutrées et elles ne seraient pas trop incisives, parce que si elles sont trop incisives, au moment de la campagne, voilà, ça va diviser un peu trop le parti, et au moment de la campagne contre le candidat de la gauche et de l'extrême droite notamment, il y aura un peu trop de division pour pouvoir espérer aller au second tour. C'est-à-dire qu'il y aura un consensus, ils vont trouver la formule, je vais dire, élégante de s'entendre en fin de compte pour désigner quelqu'un pour qu'il n'y ait pas trop de casse. Non, il ne me semble pas possible qu'il y ait un choix consensuel. Il y a déjà une vingtaine de candidatures. Le combat électoral aura bel et bien les primaires. C'est celui qui va l'emporter qui va avoir maintenant l'assentiment de tous les autres pour mener le combat définitif face à un François Hollande ou même face à un Manuel Valls, si jamais François Hollande confronté toujours à la question lancinante du chômage qui ne baisse que trop lentement, décide finalement de ne pas se présenter. Parce qu'il y a cette possibilité, il a annoncé à plusieurs reprises, mais maintenant il dit très clairement qu'il a envie de se présenter. Le chômage commence à baisser, les signes sont favorables, mais quand on observe les sondages, il devrait arriver troisième à l'occasion de l'élection, derrière Nicolas Sarkozy, si Nicolas Sarkozy est candidat, ou Alain Juppé, si c'est Alain Juppé qui est candidat, et derrière Marine Le Pen. J'ai entendu ce matin dire que si le candidat de la droite passerait, quel que soit celui de la gauche. Absolument, absolument. Les résultats de la gauche ne sont pas satisfaisants sur le plan économique, sur le plan du chômage. Et même si le candidat de la gauche est Manuel Valls, c'est le plus populaire à gauche aujourd'hui, il serait battu par le candidat de la droite, parce qu'au second tour, les électeurs d'extrême droite, en tout cas ceux qui ne sont pas les plus radicaux, vont se déporter sur la droite. C'est majoritairement ce qui se passe. Il y a à peine 5 à 15% des électeurs de l'extrême droite qui vont vers la gauche. Au second tour, la majorité va vers la droite et il y a une minorité qui s'abstient carrément d'aller voter. Merci à vous, James William Ouaguidi. Et David Agba, c'était dans l'instant débat. C'était l'instant débat. Nous avons pu quand même en savoir un peu plus sur cette situation en France, notamment le comeback de l'ancien président Nicolas Sarkozy, et qui est donné donc candidat pour les primaires. Il publie demain son livre Tout pour la France. Nous restons donc câblés sur cette actualité-là pour voir un peu les derniers développements. Et voilà, tout pour Matin d'Éden se poursuit. À suivre la page sport de Jutika Polycap Aïdioun, la chronique agriculture de Frédéric Espoir. Roumambou, le Saint-Sénou, une danse des Batombou. Une pause musicale avec Ahmed Picardi, problème-solution. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Yeshua, Manjoyedo, Bonnet. Cyclone on the beat. Oh mauye, Jesunye, renye ka ai. Okay tomo, bodo mauche siedi. Aso we blenye, to vile komi. No vile komi. Mawe.
Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Mawe, matoyendo pone. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Yeshua, matoyendo pone. Bedema. Kento we fondo, mina uli Yesu. Mina uli Yesu. Mau mau, zenye mtogale. La vie ici bas, y'a des hauts et des bas, y'a des hauts et des bas. Mon frère, ma soeur, faut pas décourager. La vie, il y a des hauts, il y a des bas, il n'y a pas de problème sans solution. Ça, c'est du bon reggae. Il faut me jeter la tête, voilà. Ça. Elle a dit que c'est reggae, de la très bonne musique avec Ahmed Picardy. Problème, solution, il n'y a pas de problème sans solution. Voilà, quand vous avez un souci, il faut savoir qu'il y a forcément une solution à côté. Frédéric Espoir Romambou, bonjour. Bonjour, Tranquillin Acad Benotin, chers amis téléspectateurs, bonjour. Je n'oublie pas, vous, chers auditeurs de la 102.3 Diaspora FM, bonjour à vous tous. Diaspora FM, la seule radio en Afrique et dans le monde qui crée le lien entre l'Afrique et sa diaspora, qui émet depuis l'espace Afrique Sivra. On peut la capter sur 102.3. Vous pouvez également la suivre, vous qui nous suivez en dehors du Bénin, sur le satellite Eutelsat. On va parler avec vous de le Saint-Saint-Nou, le Saint-Saint-Nou, une danse des Batombou. Évidemment. C'est bien cela. C'est ça, et c'est une danse qui est en perdition depuis quelques années. Comment reconnaître la danse à Saint-Saint-Nou? Quels sont les instruments et accoutrements qui interviennent dans ce rythme? Voilà autant de questions que je vais vous poser juste après la chronique Tout baigne de Mori Agoa qui revient un peu sur les archives et leur importance. Tout à fait, tranquille à Acad Benotin, les archives, je voudrais en parler parce que voilà, au Bénin, vous le savez, quand on parle d'archives, on regarde Porto-Novo, alors que le Bénin ne se limite pas à Porto-Novo. Et à Porto-Novo également, il y a des problèmes au niveau de la direction des archives. Il y a un problème d'entretien, un problème d'archivage, surtout relevé récemment au Palais des Congrès lors de la réunion des archivistes béninois et qui a réuni autour de la même table leur homologue de la sous-région, présidé par le professeur Albert Tevoedre, qui a indiqué qu'il n'y a pas de développement sans la mémoire, sans les archives. Il n'y a pas de démocratie sans mémoire, sans archives. Voilà. Il n'y a pas un pays sans archives. Tout baigne. Tout baigne. Les archives au Bénin. Tout baigne. Dites-nous dans quel pays les archives sont reléguées au second plan. La mémoire d'un pays, à ce que je sache, c'est bien les archives. Les archives sont un ensemble de documents conservés pour pouvoir prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Ce principe est-il respecté stricto facto au Bénin? S'il est vrai que nous disposons d'un bâtiment qui regroupe les documents d'archives nationales, est-ce que les personnes habilitées bien sûr à jouer leur rôle afin que les archives demeurent une référence, l'assument vraiment? Tout baigne. Avoir des archives, cet objectif n'est vraiment pas ancré dans notre société. Combien de structures peut-on compter qui ont véritablement consacré une place de choix à l'archivage? Constituer des archives ne s'improvise pas du tout. C'est l'œuvre des archivistes formés et diplômés de l'École nationale de l'administration et de magistrature, ENAM. Vu que les archives ne sont pas importantes pour nos administrations, les archivistes sont-ils reconvertis en employeurs de bureau ou en secrétaires?
un métier valorisant qui devrait être prisé par les jeunes semble être jeté aux oubliettes. Tout baigne. L'on a déjà vu des documents administratifs importants pour être archivés se retrouver dans les mains des vendeuses de pain ou autres personnes dans la rue. Tout baigne. Bravo. Le Bénin dispose d'un centre d'archivage et c'est à Porte-Novo. Quelle que soit votre ville d'habitation, si vous avez besoin d'avoir des informations, rendez-vous à Porte-Novo. Tout baigne. Comment un pays indépendant depuis 1960 ne puisse pas avoir des centres annexes pour ses archives? Abomey, Lokossa, Dassa, Savè, Tchaoro, Parakou, Djougou, Ouida, rien du tout. Et comment ces administrations que vous vous employez à implanter dans ces villes comptent-elles gérer les archives si ce n'est pas pour qu'on les retrouve après sur les tas d'ordures? Tout baigne. Aujourd'hui, le problème demeure car quand les services sont fatigués de garder des documents qui prennent de la place et du volume sans qu'on ne sache à quelle fin ils seront utilisés, avec une bûchette d'allumettes, tout est réglé et la vie continue. Voilà la réalité. Albert Tevo Idjire a dit que le développement est mémoire. La démocratie est mémoire. Dès lors, à quel développement aspirons-nous sans mémoire? Si le départ est vraiment nouveau, alors là que les réformes en cours prennent en compte la problématique liée aux archives au Bénin. Sinon, le nouveau départ manquera aussi de mémoire. Tout baigne et à demain. Merci à vous, Mori Agua. Il est donc important pour tout pays qui aspire au développement. Ce n'est pas si un pays au monde qui refuse de se développer. Donc, doivent accorder, ces pays-là doivent accorder une place de choix aux archives. Parce que aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'archives. Au Bénin, il n'y a pas d'archives concernant les années, par exemple, avant les indépendances, tout ça, tout se retrouve hors du Bénin. Et vous savez, ça coûte excessivement cher lorsque vous avez besoin d'une minute d'image pour illustrer peut-être un documentaire, puis bien une production audiovisuelle. Vous devez passer de l'autre côté à l'INA. Ça coûte cher. Une minute d'image d'archives, ça revient très cher. Donc, il est donc important pour nos structures privées, publiques, et tout, télévision, les radios. On doit pouvoir, si par exemple je vais à la présidence de la République, voilà, j'ai besoin du discours du président Thomas Bonoyayi, le 6 avril, son premier discours, oui. On doit pouvoir trouver. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité que les gens falsifient les choses sur Internet. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez, vous pouvez tomber sur un discours déjà truqué avec tous les logos, signatures, mais le contenu truqué, parce qu'il y a des gens qui s'adonnent à cet exercice-là sur la toile. Merci à vous. Plaisir à le faire. À le faire. Merci à vous, Moriagua. J'ai pris quelques temps pour faire un tour sur le net, pour voir un peu à quoi ressemblent les bâtiments consacrés aux archives dans d'autres pays. Franchement, ce que nous avons au Bénin. Et le métier a évolué à l'aide des TIC. Avec la technologie de l'information et de la communication, le métier a évolué. Donc, il y a de nouveaux outils qui sont utilisés pour archiver des informations. Vous le savez, ici à Eden et à Radio Diaspora, nous sommes à l'aide du numérique, tout est numérisé. Donc, c'est pas de la même façon qu'on va archiver les documents qui sont sur cassette. C'est-à-dire ceux qui sont encore dans l'analogie, et ce n'est pas la même manière. Il faut, voilà. Tout à fait. Merci à vous, Moriagua, pour cette chronique tout belle. L'importance des archives dans la place, en tout cas dans le développement d'un pays, d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Évidemment, puisque Mori parlait tantôt des archives, je vais vous dire, on va parler tout à l'heure d'une danse, qui simplement, en tout cas, parmi tant d'autres, qui sont en train de disparaître. Et si on avait eu le temps de mettre ces archives-là, d'archiver cette danse, ces pas de danse, je crois que ce serait tout un honneur, tout un plaisir pour les arrivants
c'est-à-dire la nouvelle génération et même l'extérieur, de pouvoir voir de la bonne danse. Et on dit qu'il faut archiver une danse, ça revient aux spécialistes du domaine de nous dire comment archiver par exemple une danse. Est-ce qu'il faut faire des documents, expliquer l'histoire de la danse, comment ça se danse et oui. tout. Bon, c'est pas notre job. Non. Comme il a dit, c'est des gens qui sont formés à l'université pour ça et qui sont des diplômés qui sont dans la ville. Mais Sira, voici la chronique Art et Culture de Saint-Saëns. Le Bénin regorge une multitude de danses. On va s'intéresser aujourd'hui à la danse Saint-Saëns. Évidemment, la danse Saint-Saëns, et nous sommes dans le nord du Bénin. Le Saint-Saëns est un genre de teke. Le teke, nous l'avions déjà vu ici, nous l'avions dansé avec vous, chers téléspectateurs, et même vous, nos auditeurs. C'est une danse comme le teke, mais cette fois-ci, elle s'exécute plus lentement. Cette danse est particulièrement réservée aux jeunes gens, je dirais les jeunes filles et les jeunes garçons dans le septentrion du Bénin et plus précisément en milieu Bariba. Il faut dire que du côté du Togo aussi, on retrouve un peu cette danse. Et c'est des jeunes gens, donc les pieds sains de feuilles de rosier, comme vous l'entendez, ce musique en fond sonore, comme vous le voyez. Et donc, c'est des gens qui se saignent le pied de rosier en forme simplement comme vous le voyez. Et ces rosiers-là contiennent des cailloux ou quelquefois des grains de céréales. Donc, et c'est le son qui fait tchè, 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 qui a été juste remis et pour baptiser donc cette musique qui est le tchè, tchè, nous ou le Saint-Saëns. Le Saint-Saëns, donc c'est le tchè, tchè, nous, qu'on a francisé. On dit le Saint-Saëns. C'est vrai, vous avez dit aborder un peu les accoutrements, les instruments. Non, il y a bien mais des détails, voilà, les détails liés à l'accoutrement. De quoi il s'agit là? Alors, le pain, est-ce que c'est du pain tissé? C'est du pain tissé. Et il faut dire que le Saint-Saëns, pour d'abord l'exécuter, il faut s'avancer sur la pointe des pieds, le corps légèrement courbé. Il y a un petit tambour qui introduit et le grand tambour qui vient donc meubler et surtout la flûte qui est indispensable donc au Saint-Saëns. Et les danseurs martèlent le sol comme ça se voit là et un peu avec les pieds avec des grelots qui sont faits juste de matériel naturel, c'est-à-dire les céréales, les grains de pierre et puis le rognier, la feuille de rognier. Mais en dehors de ça, il faut dire que les jeunes gens se coiffent pour la plupart du temps. Quand il s'agit de mariage, les jeunes gens se coiffent des chapeaux. Cette fois-ci, des chapeaux rouges pour la plupart du temps. Et les chapeaux rouges sont entourés de turbans blancs. Les chapeaux rouges sont entourés de turbans blancs et ils portent également des pailles au niveau de la hanche qui descendent au niveau donc du genou, ainsi donc que les grelots dont nous avions parlé tout à l'heure. Je vais vous laisser simplement savourer un peu cette musique. Comme ça, on est en train de le voir déjà. On va le savourer un peu plus. Voilà, le Saint-Saëns, une danse des Batongbou. À vous. Oui, il faut dire qu'au début, à l'origine de cette danse, les danseurs se regardaient dans les reflets des rochers. C'est pour apprécier leur habillement et autres. Mais depuis un certain temps, il a été introduit le miroir. Et si vous vous rappelez bien, il fut un temps où la chaîne mère montrait des images de cette danse où il y avait une jeune fille quelque part dans un coin qui tenait un miroir et qui allait derrière, qui marchait à reculons lorsque les danseurs avancent. Aujourd'hui, il faut dire que beaucoup de jeunes gens, simplement, compte tenu de la modernité, sont en train simplement de laisser tous ces pas, tous ces rythmes et toutes ces danses, donc, et ne savent plus réellement exécuter les pas tels qu'il le faut.
Et puis, dans certaines localités du nord au Bénin, on exécute cette danse-là lors des cérémonies funéraires. De quoi il s'agit? Évidemment, il faut dire que cette danse, comme nous venons le voir, le Saint-Saint-Mou, peut également s'exécuter au cours des cérémonies funéraires. Nous avions dit que c'est une danse qui peut également s'exécuter au cours des cérémonies de réjouissance et autres. Mais lorsque c'est une cérémonie funéraire, les pas de danse changent tout de suite et les pas qui sont posés, les sons qui sont émis sont des sons qui sont codés. Et ce ne sont que des initiés qui peuvent être en mesure de pouvoir déceler ce que disent ces pas, ce que disent le son tiens qu'on écoute là en fond sonore. C'est juste des initiés qui peuvent donc déceler ces pas-là. Et ce n'est pas des choses qui se voient partout. Donc c'est des choses à préserver, c'est des choses à archiver comme nous sommes en train de le voir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, d'autres personnes encore, nous n'avons pas la possibilité, nous avons peut-être la possibilité de le faire, mais ce n'est plus opportun de fabriquer, je ne sais pas, voitures, avions, bateaux, c'est pas, les autres ont déjà tout fait. D'accord. Nous n'avons que notre culture à voilà. vendre et si nous n'en prenons pas soin, ça va être difficile pour nous de pouvoir s'afficher sur l'échiquier international, l'échiquier mondial. Et déjà sur le plan national, voilà que c'est des danses qui sont en train de disparaître. Je crains simplement que d'ici une dizaine d'années, on passe un revers de la main sur cette danse et que on dise que nous sommes acculturés. Non, ça n'arrivera pas. Je crois que grâce à vous, grâce à l'association des journalistes culturels que nous sommes, nous allons nous battre pour que cela ne soit pas une réalité. Parce qu'après le pétrole, Judicaï Polycarpe a dit, nous, c'est pas le football qui traîne des devises. C'est contrairement à ce que vous croyez. Après le pétrole, c'est la culture. Ah, d'accord. Vous le savez. Non, récemment, le Maroc a refusé d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations juste pour préserver son tourisme. Et quand on parle de tourisme, c'est lié directement à la culture. Oui, là, vous parlez de la culture du tourisme. Tout oui, ça, d'accord. dans un package. La culture rapporte des devises. Vous écaquillez les yeux là. Vous dire que c'est pas le football qui vient après le pétrole. Mais quand même, le football brasse quand même assez d'argent. Hein. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Mais comprenez qu'après le pétrole, là, c'est la culture. C'est vous qui avez établi le classement. Non, mais demandez à l'ONU, au niveau de l'UNESCO. C'est l'UNESCO. Voilà. Si vous avez un ami à l'UNESCO, il va vous dire que voilà, c'est la culture qui vient après. Évidemment, le pétrole. Et il faut dire, en parlant de l'UNESCO, il faut dire que le Bénin, jusque-là, n'a que de ces danses-là et quelques autres. Le glélé, par exemple. Oui, le glélé aussi au Bénin n'est pas totalement encore reconnu comme patrimoine. On a juste un seul, je vais dire, je crois que c'est les palais royaux du plateau d'Abomey. Du plateau d'Abomey, qui simplement ont été affichés, qui ont été donc indiqués comme reconnus par l'UNESCO jusque-là. Le Glédin est en train d'être étudié, mais totalement, c'est pas encore fini. Le gouvernement actuel occupe, en tout cas dans tout ce qu'on est en train de dire là, occupe une place de choix dans la politique culturelle du gouvernement actuel. D'ailleurs, le président a demandé à son ministre de la Culture et son homologue des Affaires étrangères de tout faire pour que les biens coloniaux nous reviennent très rapidement pour le plaisir de Judicaï Polycarpe a dit nous sera tout pour ce numéro de Martin Eden. Merci à vous qui nous regardez de l'autre côté de Malabo, en Guinée équatoriale, puisque nous savons que c'est très nombreux à suivre Martin Eden de l'autre côté de Malabo. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.